les Européens taxent beaucoup pour contrôler les autres. C'est-à-dire, les contribuables des Européens souffrent pour contrôler l'Afrique. Il est temps que les contribuables de l'Afrique souffrent pour protéger l'Afrique. 55 pays africains au niveau de l'OIA sont appelés de s'asseoir, de créer les taxes continentales dans chaque pays et créer une institution financière, l'une des plus grandes institutions au monde. Un outil financier qui va remplacer Exim Bank, ISBN Bank de la Chine, la Banque mondiale et FMI. Cette institution supranationale et continentale doit s'installer à chaque pays et créer les taxes supranationales, c'est-à-dire à chaque chose on peut ajouter n'importe quoi. C'est facile dans ce sens de créer autour de 30 à 50 milliards de dollars américains à chaque année, autour de 500 milliards chaque décennie. Qu'est-ce qui dit qu'on puisse avoir cette somme? Souvenez-vous, depuis 1960 jusqu'à 2015 au Nigeria, ce qu'on a appelé Mandela Tax. C'était les taxes que le gouvernement nigérien avait décidé de taxer à chaque travailleur de pouvoir contribuer 2%. C'était un fonds qui allait libérer l'Afrique australe. Ici en Afrique du Sud, Namibie, au Zimbabwe, cet argent a été autour de 62 milliards, rien que les contributions qui sont venues du Nigeria. À ce moment-là, le Nigeria avait un problème économique. Ce n'est pas comme le moment. Le Nigeria avait même moins de 200 milliards de dollars comme le GDP à ce moment, le PIB. Alors, et si les 55 pays décidaient à ce moment de créer cette sorte de Mandela Tax, imaginez-vous, rien que 2%, ou même taxer ce qui bouge, ce qui est échangé partout à chaque pays d'Afrique, on peut facilement avoir 30 à 50 milliards de dollars américains en moyenne et on aura autour de 500 milliards de dollars américains à chaque décennie. Je sais que vous vous demandez que l'Afrique avec la corruption, puisque cet argent va être vraiment collecté. En fait, c'est le secteur privé qui va aller collecter cet argent. Il y a beaucoup de secteurs privés dans les impôts au niveau international qui sont capables d'aller dans chaque pays africain et collecter cet argent au nom de l'Union africaine. Alors là, tu ne peux pas dire que la corruption peut arrêter le travail. Si au moins on peut même collecter 80% ou même 70%, on va toujours réussir. Avec nos recherches, il faut savoir que l'Afrique taxe 3 fois moins que l'Europe. Cela ne veut pas dire que c'est parce que nous sommes pauvres. Il y a des gens qui disent que l'argent que l'Afrique perd en ne taxant pas son peuple est plus grand que l'argent qui est perdu dans la corruption. Il faut penser du coffre qui est perdu, il faut penser de ce qui n'est pas entré même. C'est parce qu'il y a cette mentalité de toujours regarder l'Union européenne et toutes ces institutions qui ont institutionnalisé le système de dépendance, de dette, de dons et d'aide qui couvre nos pays africains de ne pas vraiment avoir une autre alternative puisqu'ils voient déjà l'argent qui est facile et de l'autre côté. En fait, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire, l'Union africaine avec les 55 pays va établir cette organisation et lui donner les droits et les influences qui transcendent, qui dépassent, qui peuvent leur aider de pouvoir fonctionner au sein de chaque pays. Maintenant, cette institution de taxation va faire 3 choses. Aider chaque pays africain d'élargir l'assiette fiscale et les aider premièrement à rebaser leur économie. Il faut savoir que l'Afrique a l'habitude de ne pas faire les statistiques qui montrent quel est le GDP de chaque pays, quelle est la grandeur de l'économie, comment ça a grandi. On a vu cela par exemple au Nigeria. En 2015, le Nigeria avait décidé de renouveler les statistiques et voir comment est l'économie. Ils ont trouvé qu'ils ont grandi de 270 milliards de dollars à 510 milliards de dollars et dans le même moment là, ils sont devenus la première économie de l'Afrique en surpassant l'Afrique du Sud, rien qu'en faisant les statistiques. C'est la même chose que le Ghana. En 2010, ils ont fait cela, ils ont grandi à 60% rien qu'en faisant les statistiques. Et cela permet à ce que les investisseurs puissent venir parce qu'ils voient que l'économie, c'est une bonne économie. Ça attrape beaucoup d'investisseurs. C'est la première raison. La deuxième raison, la plus importante, c'est que tu peux encore identifier les nouveaux contribuables parce que l'économie a grandi et vous allez avoir beaucoup de taxes. Alors cette organisation continentale, supranationale, va aller même les aider d'identifier des technologies qui peuvent les aider à aussi collecter les taxes aux contribuables dans le secteur informel. Après cela, si c'est déjà fait dans les 55 pays, la deuxième chose, c'est que cette institution continentale doit créer les taxes continentales et aussi créer des
comptes et qui vont être séparés des comptes locaux. L'argent pour le fonds panafricain d'infrastructure va aller directement là-bas. C'est très important. C'est mieux que de faire ce qu'on appelle l'assessed contribution, les contributions. Si on décide qu'il puisse y avoir les contributions, nous avons vu que les pays ne paient pas. Alors, l'Esprit Saint dit ceci. Si cet argent est collecté, il faut construire 2 projets qui sont dans l'agenda 2063. Les gens qui ne connaissent pas l'agenda 2063, c'est un agenda qui est déjà là-bas. Les pays se sont assis, ils ont créé un agenda qui va amener jusqu'à 2063 les pays africains d'être politiquement unifiés, mais ils ont 10 projets qui sont les plus importants, y compris 2 projets que l'Esprit Saint insiste d'être construits rapidement. Ces 2 projets, le premier, c'est le réseau africain intégré des trains. Ce réseau est conçu pour la connectivité de chaque capitale des pays africains avec le train à grande vitesse. Mais nous savons très bien que cette idée était là depuis l'indépendance en fait. Il y a beaucoup de projets qui ont toujours échoué. Par exemple, le traité de Lagos, à cause de vouloir dépendre des finances qui viennent d'Europe. C'est ça le problème actuellement aussi avec l'agenda 2063. Nous voyons le NEPAD, le PIDA, nous voyons qu'ils ont une tendance à regarder seulement en Europe comment avoir les fonds et financer les projets. Eux-mêmes, ils essaient de convaincre chaque pays de pouvoir avoir des crédits avec les Chinois. Et ils ont dit que, par exemple, il y a des réseaux qui sont en cours et qu'ils pensent qu'ils vont, à partir de là, de pouvoir lier toutes les capitales de l'Afrique. Ils ont pris le réseau de Burkina Faso à la Côte d'Ivoire et d'autres réseaux de l'Afrique du Sud à la Botswana et le réseau de trains quittant au Kenya, passant de l'Ouganda, Rwanda et Burundi jusqu'au Congo. Ils pensent qu'à partir de là, il y aura d'autres réseaux qui vont petit à petit s'unir. Mais il faut voir premièrement, à partir de ces 3 réseaux, que seul le réseau de Burkina Faso, la Côte d'Ivoire a été construit. Mais le réseau de l'Afrique du Sud à Botswana, c'est toujours en cours de discussion. Le réseau quittant de Kenya, Nairobi à Mombasa et continuant de l'Ouganda, allant au Rwanda et au Burundi et même au Congo, cela a échoué. Ça s'est arrêté à Mombasa et même le réseau qui était construit par les Chinois. Au Kenya, il y a eu l'année passée un problème. Et les Chinois, leur système, lorsque tu ne payes pas, ils peuvent prendre ce réseau et en utiliser comme si c'est leur réseau si tu ne le payes pas. Ce que je veux dire, c'est que le système de dépendre aux Chinois, le système de dépendre au budget européen va s'arrêter. L'Esprit Saint demande que les intellectuels, que les politiciens africains retournent en Afrique et ils pensent directement à leur peuple. Il est temps que les peuples africains souffrent pour récupérer leur continent. Ça, c'est très, très important. Nous voyons alors qu'on peut avoir 500 milliards de dollars américains. On va construire le réseau africain intégré des trains qui va relier toutes les capitales africaines. Imaginez-vous la population africaine qui quitte d'un pays à l'autre pendant 2 heures ou pendant 2 jours, etc. Il y aura une grande productivité qui va permettre à ce qu'il puisse y avoir l'industrialisation. La deuxième raison de construire cela, c'est que 16 pays africains, 30% des pays africains sont enclavés. Ce sont parmi les pays les plus pauvres du monde. Et c'est parmi les pays les plus riches en minerais. Chaque pays a des grandes réserves de minerais. Lorsque les investisseurs viennent dans ces pays, ils arrêtent d'investir. L'autre projet, qui est parmi les projets les plus importants, il y a le barrage du Grand Inga. Ce projet est très très important parce que c'est un projet qui peut produire 40 à 45 000 mégawatts de capacité installée de l'électricité. Ce n'est pas une capacité à négliger. Pourquoi? Parce que 45% des pays africains ont moins de 500 mégawatts chacun. Imaginez-vous, si le barrage Inga est construit, ça va donner autour de 500 à 700 mégawatts à chaque pays. Et on verra toutes les villes africaines, l'électricité qui sera moins chère et qui sera stable. Encore une fois ici, lorsque les investisseurs viennent en Afrique, lorsqu'ils voient qu'ils peuvent y avoir seulement l'électricité aujourd'hui et demain il n'y a pas d'électricité, alors ils ne vont pas investir à long terme. Il ne faut pas négliger de financer le Grand Inga Dam avec notre argent. Pourquoi avec notre argent? D'abord, il faut savoir que ce Grand Inga Dam a été financé la première fois dans le temps de l'ancien
l'ancien président Mobutu, il a produit 1200 MW pour le grand Inga 1 parce qu'il y a le Inga 1, Inga 2, Inga 3 qui fait qu'on peut avoir le grand Inga ensemble. Alors Mobutu avait fait Inga 1, mais la gestion de ce projet n'a pas été vraiment d'une façon de pouvoir payer les crédits. Depuis ce moment, ces organisations internationales voient que le Congo n'est pas capable, à cause de la corruption, de pouvoir payer. Si nous avons notre argent, alors nous sommes capables de financer et d'aider le Congo démocratique de pouvoir au moins avoir 30% et d'autres 30% pour l'Union africaine. Nous voyons là où on peut trouver l'argent. Nous voyons les deux projets que l'Esprit Saint dit de financer urgemment. Toujours, je ne sais pas pourquoi, je ne dors pas. Dieu continue dans mes prières de me dire, dis aux pays africains de faire ça. Si nous finissons à construire ces deux projets, au sein de ces 10 ans qu'on est en train de collecter cet argent comme taxe supranationale dans chaque pays, alors nous allons avoir les actions. C'est-à-dire, il y aura des actions de 30% dans ce projet, toujours en continuant à collecter les taxes supranationales dans chaque pays. On aura au moins autour de 500 à 1000 milliards de dollars américains dans l'autre décennie qui va suivre. L'Esprit Saint dit, amener cet argent à la Banque africaine de développement. C'est là qu'il faut viser. C'est là où l'Esprit Saint demande, vous, président africain, visez à la Banque africaine de développement. Vous y amenez régulièrement, cycliquement, l'argent du bas, c'est-à-dire la population, les taxes, les infrastructures, les actions et toujours les taxes. Et ça descend à la Banque africaine de développement. Et la Banque africaine de développement va remplacer Exim Bank, ISBN Bank de la Chine, la Banque mondiale et FMI. Et la Banque africaine de développement puisse aider chaque pays africain et dans les projets de l'éducation, de la santé, etc. Alors, ça c'est la première chose que la Banque africaine de développement, en fait, est en train de faire jusqu'à maintenant. Mais leur capacité est vraiment petite. C'est comme si c'est construit pour nous couvrir les yeux et de ne pas vraiment avoir créé une autre alternative. Cette banque est appelée la Banque africaine de développement, mais ce n'est pas vraiment la Banque africaine. Cette banque est composée par 80 pays et l'Afrique est composée par 55 pays. Qui sont ces autres membres? C'est les membres de l'extérieur, au plus de 45% des actions. C'est le Nigeria qui a 16% et d'autres pays africains, il y a vraiment peu d'actions. On se souvient ce qui s'est passé à l'administration de Trump qui accusait même le président de la Banque africaine de développement de certaines choses. Imaginez-vous, le président de l'Amérique qui contrôle la Banque africaine de développement. Cela vous dit quelque chose. Alors, le plan ici, c'est de pouvoir injecter autour de 500 à 1000 milliards de dollars américains dans cette banque. Il faut savoir que notre population de 1 milliard 300 millions à 3 milliards d'ici 2060 et de 4 milliards à 2100. Alors, cette banque doit d'abord appartenir à l'Afrique et doit avoir l'argent suffisant, disponible cycliquement pour aider ces pays de s'en sortir. Sinon, nous aurons un grand problème social. Il faut ajouter toujours les capacités de cette banque d'aider les pays africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette même banque va aller à chaque pays africain injecter beaucoup d'argent dans ces banques locales pour que ces banques puissent financer les projets des indigènes. Ça va aider à ce qu'il puisse y avoir beaucoup de productivité, premièrement, et deuxièmement, ça va aider à ce qu'il puisse y avoir beaucoup de circulation de l'argent au sein de la population africaine. La différence de la vie des gens des pays européens aux gens des pays africains est qu'on facilite en Europe aux gens d'avoir accès au financement pour leurs projets, d'aller à l'extérieur pour pouvoir investir avec des intérêts qui vont même à 0%. Et ces entreprises indigènes vont permettre à ce qu'il puisse y avoir une compétition entre les entreprises internes africaines et les entreprises des gens qui viennent de l'extérieur pour éviter une domination sociale et aussi des inégalités. Avec la zone de libre-échange, vous ne voulez pas voir les investisseurs externes venir et dominer seulement sans toutefois avoir une compétition interne.
pour l'industrialisation de l'Afrique, que chaque pays de l'Afrique puisse créer des centres industriels. C'est-à-dire la façon dont les pays vont demander des crédits pour construire une route, ils vont aller demander des crédits, identifier des produits qui d'habitude on importe au pays et qui peuvent être produits là-bas. Pas nécessairement dans le secteur stratégique, mais dans le secteur normal. Et la machinerie maintenant coûte moins cher et accessible. Alors installer et faire une production massive, surtout au niveau des frontières, pour prendre avantage à cette zone libre d'échange en Afrique. La différence est que lorsque ces entreprises commencent à produire massivement et à avoir du marché au niveau local, il faut que l'État alors vende ces entreprises au secteur privé. Aussitôt possible. Il ne faut pas que l'État puisse garder ces entreprises. Il faut que l'État soit comme le secteur privé. Qu'il aille chercher l'argent comme on le fait pour les routes, construire des industries et de production, produire massivement et vendre ces entreprises lorsqu'ils arrivent dans une phase, après 3 ans ou même 5 ans. Et imaginez-vous, d'ici 20 ans, nous verrons beaucoup d'entreprises de production autour de nous et nous aurons à détruire problèmes de pauvreté et de chômage. Même si le FMI, la Banque mondiale, impose l'État de ne pas intervenir ou subventionner les activités commerciales, les activités économiques, les activités privées, il faut que les États africains puissent convaincre ces organisations pour créer une certaine opportunité. En fait, les investisseurs privés aiment acheter les entreprises qui sont déjà fonctionnelles. De la Constitution pour unifier le continent africain, il faut créer une entité continentale politique et un parlement qui est choisi en fonction des langues. Nous avons autour de 2200 langues. On peut voter et créer un parlement et qu'eux, à leur tour, vont créer la présidence. Il faut oublier les frontières parce que ce qu'on appelle les pays n'existe pas. Ouais, par exemple, la Zambie. Le nom Zambie, ça vient d'une seule tribu, alors qu'il y a beaucoup de tribus. Le nom Nigeria, ça vient d'Ashanti, alors que les Yoruba sont la majorité là-bas. Vous voyez même les tribus qui sont, par exemple, au Nigeria et ne s'entendent pas au niveau des langues, alors qu'ils peuvent vivre ensemble à ce qu'on appelle en termes de territoire, le Nigeria. Alors que la même tribu ne peut pas aller au Congo et vivre alors que même au Congo, il y a beaucoup de tribus, ils ne se connaissent même pas. Il n'y a que la raison de pouvoir donner le pouvoir aux langues locales qui peuvent justifier les différences qu'on peut avoir entre nous, qui doivent être respectées, et les langues minoritaires doivent aussi être présentées. Et alors, ils vont voter leur président et on va avoir l'unité africaine en termes de langue. Les villes qu'on appelle les capitales maintenant, on va avoir les maires de la ville avec les deuxième ville, les troisième ville. Là, on va faire les élections. C'est en bref ce que l'Esprit Saint demande au président africain. L'essor économique de chaque continent ou de chaque pays a été précédé par une croissance démographique un peu spéciale. Par exemple, dans les années 1700, la population européenne a doublé et cela a permis la première révolution industrielle. Puis aussi, dans les années 1820-1850, le mouvement d'immigrants venant d'Europe et avec de l'argent et de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, venant même prendre des esclaves en Afrique. Ils ont doublé dans les villes des États-Unis et cela a permis une croissance sans précédent, une croissance vraiment économique qui a permis à ce que les États-Unis puissent être une grande puissance. Aussi dans les années 1950 en Asie, 2015 par exemple, la Chine qui a triplé sa population de 540 millions de personnes à 1,4 milliard de personnes autour de 2015. Alors, mais ça commence à descendre comme ça s'est passé avec le Japon, avec la Corée du Sud, voire même l'Inde qui va aussi descendre à partir de 2040-2050. Au monde, c'est l'Afrique où la population qui maintenant est 1,3 milliard va être de 4,3 milliards autour de 2100 d'après les statistiques des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut
et dire qu'il va y avoir un développement économique sans précédent en Afrique. Et on a déjà vu les signes. On voit déjà l'Afrique qui, majorité des pays africains, ont une croissance économique de plus de 4%. Certains atteignent même 10%. Depuis l'année 2000, nous voyons les ONG européennes parlent que la démographie africaine c'est un grand problème. Il y a beaucoup de recherches et Si vraiment vous regardez, cela n'est pas vrai. Et l'Afrique qui a une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, l'Afrique en total est égale à la superficie de la Chine, ajoutée à la superficie de l'Inde, ajoutée à la superficie des États-Unis, ajoutée à la superficie de l'Union européenne, qui ajoute aussi à la superficie de l'Argentine. Ces 5 pays ont autour de 30 millions de kilomètres carrés comme l'Afrique. Ces 5 pays, leur population combinée sont de 3 milliards 6 millions de population, alors que l'Afrique est autour de 1 milliard 300, c'est-à-dire l'Afrique a 3 fois moins de population que les 5 pays que je viens de parler, alors qu'ils sont dans les superficies égales. Alors cela tu peux pas dire que l'Afrique c'est un problème. En fait, l'Afrique est vide. Call to all African people, a call to all Pan-Africanists, a call to especially African diaspora worldwide. We are calling you to join our movement, which is in South Africa. It is composed by few African diaspora. We are calling you without discrimination to join us, to go to every single African Union General Assembly at the door and to impose this process to happen. No money will be asked from you. You will buy your own ticket by yourself. You will book your own hotel. All what is needed is your physical presence that we might help our president. On this generation, we have good presidents, but they are in jail. We don't help them as Pan-Africanists, as activists. We have to help them to help us. They are ready to act. We just gonna insist the total financial liberation of Africa. African population is about to double. If we don't liberate ourselves financially, we just gonna eat each other.